Dans le cadre d'un PPP, le financement est toujours mixte. C'est à la fois de la dette et des capitaux propres. La dette, elle coûte moins cher que les capitaux propres. Pourquoi? Pourquoi la dette est moins chère que les capitaux propres? Si vous avez un projet, allez à la banque. Si vous avez de l'argent, la banque va vous dire ne mettez pas votre argent dans votre projet. Laissez la banque vous financer votre projet et utilisez votre argent à autre chose. La dette, elle coûte moins cher que le capital propre. Pourquoi? Parce que quand on commence à exploiter le projet génère des revenus. Les revenus, comment on les utilise? Parce que attention, n'oubliez pas qu'ici on a un ensemble d'acteurs et chacun est intéressé par les revenus. Comment on procède à la distribution des revenus? Il y a un ordre de préséance par rapport à la distribution des revenus. Le poste prioritaire, ça doit être quoi? Vous avez l'autoroute qui génère des revenus. Qu'est-ce qu'il faut régler en priorité avec ces revenus? Les charges courantes. Parce que si les charges, vous ne réglez pas, ça veut dire que l'autoroute ne va plus tourner. Si vous ne payez pas les salaires, ceux qui sont sur les points de péage, ils ne vont pas travailler le lendemain et l'autoroute est bloquée. Si vous ne continuez pas à nettoyer, etc., ça va être bloqué. Donc les charges sont les dépenses prioritaires. Après les charges, c'est quoi? C'est l'impôt. L'impôt. Et après maintenant, c'est la dette. Les capitaux propres. Quand on parle de capitaux propres, c'est quoi? C'est les gens qui acceptent, c'est vous et moi, qui acceptent de mettre les ressources pour le financement du projet. C'est l'investissement. Il y a la dette, il y a l'investissement. Et dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs d'investissement qui sont intéressés par les PPP. Si vous regardez l'assurance, sur le code CIMA, la compagnie d'assurance qui collecte des primes, donc il y a de l'argent. Les primes qui sont souscrites et qui sont mobilisées par la compagnie d'assurance, elles cherchent à couvrir le risque. Mais on est dans le domaine aléatoire, c'est-à-dire le risque ne survient pas à tous les moments, à tous les bouts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été payé en termes de primes, l'intégralité ne sera pas retournée en termes de couverture de risque. Il y a une partie qui sera gardée par l'assurance. Et le code CIMA a prévu la possibilité pour les assureurs d'utiliser jusqu'à 40% des primes qui sont collectées pour les mobiliser dans le cadre d'opérations d'investissement. C'est le code CIMA qui le dit. Ce qui fait que les compagnies d'assurance investissent dans des projets. Il y a les fonds de pension, les fonds de retraite, les fonds d'investissement. Ils recherchent des opportunités dans lesquelles ils peuvent investir leur argent. Ils investissent en termes de capitaux propres. Au Sénégal, après la loi de 2021, nous avons mis en place ce qu'on appelle le fonds de placement à risque. Le fonds de placement à risque. La vocation de ce fonds était de mobiliser de l'épargne intérieure qu'on peut affecter à la réalisation des projets de partenariat privé à travers ce qu'on appelle les capitaux propres. Quand on a saisi l'AMF, l'autorité des marchés financiers, parce que quand vous mettez en place un instrument financier, il faut avoir l'agrément. Quand on a saisi l'AMF a dit non, le fonds en soi et en son principe directeur, il est pertinent, mais nous suggérons dans le cadre d'une démarche prudentielle de commencer par mobiliser juste l'épargne des institutionnels. Et quand le fonds aura atteint sa vitesse de croisière, on pourra permettre aux Sénégalais d'épargner à travers le fonds. Et ce fonds, il existe. Et ce fonds également permet d'abonder ce qu'on appelle les capitaux propres. Donc le financement du projet PPP, il y a une dette et il y a des capitaux propres. Et partout dans le monde, le ratio entre dette et capitaux propres, c'est ce qu'on appelle en anglais le gearing. Le gearing, ça tourne autour de 30-70 ou 40-60. C'est entre les deux. 30-70, c'est 30% de capitaux propres, parce que les capitaux propres sont plus chers, encore une fois. Donc c'est la portion congrue. Et 70% de dette, ou 80% de dette, ou 20% de capitaux propres. Maintenant, que fait l'État? The handback d'abord. Le handback, c'est-à-dire le PPP, il permet d'aboutir à un actif, une infrastructure, qui est exploitée par un opérateur pendant une certaine période. Et à la fin du contrat, qu'est-ce qui se passe? Il y a the handback, c'est-à-dire l'actif est retourné dans le patrimoine de l'État. Mais attention, il peut arriver des hypothèses où l'actif n'est pas retourné dans le patrimoine de l'État. Et je vous renvoie à la jurisprudence commune de Douai 2014. Commune de Douai, lisez cette jurisprudence-là, vous verrez. À la fin du contrat, si l'opérateur n'a pas été en mesure de mobiliser les ressources qui lui permettent de couvrir son investissement, l'actif ne peut pas être retourné. Et c'est une question de bon sens. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Si l'État entend reprendre l'actif, il devra verser à un partenaire ce qu'on appelle une indemnité compensatrice. C'est des schémas qui peuvent exister. Donc il y a le handback, et je termine sur le schéma avec ce qu'on appelle the grant. The grant, c'est les subventions. Dans le cadre d'un PPP, la rentabilité, elle n'est pas que financière.
La rentabilité, elle est socio-économique. C'est-à-dire, quand on fait l'analyse financière d'un projet, on ne regarde pas juste les revenus pour les confronter aux CAPEX et aux OPEX. On regarde qu'est-ce que le projet peut apporter sur le plan économique, sur le plan social. On parle de rentabilité économique et sociale. Et maintenant, si, dans le cadre d'un projet, l'analyse financière établit que lorsque le privé investit, les revenus qui sont attendus ne sont pas suffisants pour couvrir son investissement, et que l'État tient à ce projet, l'État est obligé d'accompagner le privé sous forme de subventions. Et les subventions qui sont versées par l'État dans le cadre d'un PPP sont de deux ordres. Il y a ce qu'on appelle la subvention d'investissement à comparer avec la subvention d'exploitation. C'est quoi la différence? Quand l'État fait de la subvention d'investissement, vous devez réaliser un hôpital, vous devez acheter le site, le terrain, vous devez mobiliser les ressources pour couvrir l'ensemble des coûts liés à la réalisation de l'hôpital. Vous vous rendez compte que si vous faites tout ça, les revenus qui sont attendus ne vous permettent pas de rentrer dans vos investissements. L'État vous dit, non, finalement, moi je prends en charge le terrain. De subventions. Les subventions pendant l'investissement. Il peut arriver maintenant que l'État se reporte sur l'exploitation. L'État te dit, sur l'exploitation, ça aussi c'est une pratique qu'on peut retrouver dans le cadre des PPP, la subvention d'exploitation. Maintenant, de la même manière, ça c'est important, ça dit que l'État peut soutenir le projet. Mais quand le projet est suffisamment excédentaire, quelles sont les garanties que l'État doit prendre? L'État doit, dans le cadre d'un PPP où il y a des super profits, paramétrer ce qu'on appelle la clause de meilleure fortune. La clause de meilleure fortune. Si vous ne mettez pas, et ça c'était le problème avec l'autoroute de Dakar AIBD, ça dit si vous dites à l'opérateur, attention, je vous laisse exploiter, de capter les revenus pour payer la dette et distribuer les dividendes, mais attention, lorsque les revenus auront atteint un certain seuil, qui dépasse le seuil de rentabilité de façon assez importante, les super profits, il faut qu'on discute de la manière dont il faudra se le partager, et on est dans ce qu'on appelle la clause de meilleure fortune. Le pendant de la clause de meilleure fortune, parce que la situation inverse aussi peut arriver. On peut être dans une situation où le privé peut te dire, et ça c'est de la situation du terme, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, il peut arriver un contexte où le privé dit, je vais gérer, mais je suis presque sûr qu'il sera difficile d'avoir un niveau de rentabilité qui me permet de rembourser la dette et de distribuer des dividendes. L'État, pour le mettre confortable, l'État peut dire, je mets dans le contrat ce qu'on appelle la garantie de revenu minimum. Je vous dis non, vous dites à l'opérateur, ne vous faites pas de cheveux blancs, ne vous faites pas de stress. Si vos pertes atteignent un certain seuil, je suis là pour compléter. Et c'est ça qu'on appelle la garantie de revenu minimum. C'est le pendant de la clause de meilleure fortune.